Ludwig Wittgenstein, note sur l'expérience privée et les sens data, préface. Dans tous les textes fragmentaires, inlassablement réaménagés ou réécrits qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler la seconde philosophie de Ludwig Wittgenstein, revient quasi obsessionnellement une mise en question de l'intériorité fondatrice. Une telle insistance témoigne, à n'en pas douter, du caractère incontournable de la critique de l'ego et du rapport intrinsèque que celle-ci au questionnement sur l'être de la langue, où l'on s'accorde généralement à reconnaître l'inquiétude propre de Wittgenstein. Lorsqu'il retourne à la philosophie après 10 ans de mise à l'écart, Wittgenstein semble avoir découvert qu'il ne pouvait porter son interrogation sur le langage au niveau de la radicalité des principes que sur le fond d'une vigilance systématique et sans cesse réitérée à l'égard du psychologisme. Aussi, la question du sujet psychologique que le Tractatus raturait comme question philosophique et se contentait d'abandonner aux non-philosophes, le moi philosophique n'est pas l'homme, ni le corps humain, ni l'âme humaine dont traite la psychologie, mais le sujet métaphysique, la limite, non pas une partie du monde, dans le Tractatus. Occupe-t-elle désormais l'avant-scène du travail philosophique? Point de rupture en même temps que leitmotiv de la seconde philosophie, la critique de l'idéalisme, de la subjectivité, est d'abord l'indice d'un style de pensée radicalement neuf. Le combat contre la métaphysique était un conflit tout en extériorité, commandé par l'idée d'une anti-métaphysique. Il devient désormais un corps à corps avec celle-ci, où l'on ne cesse de côtoyer les énoncés de l'idéalisme, au point que bien des textes du second Wittgenstein prennent la forme d'un dialogue fictif avec les tenants de l'intériorité. C'est notamment le cas des notes sur l'expérience privée et les sens data, où le solipsiste est presque constamment interpellé et pourchassé sur son terrain propre. Que la seconde philosophie prenne le plus souvent la forme du dialogue mérite d'être souligné. Une telle forme, en effet, ne saurait être étrangère au propos qui est le sien, dont elle indique bien plutôt la cohérence. Si la critique de la métaphysique prend la forme de la disputation, si les thèses de la métaphysique ne sont déjouées que pour autant qu'elles sont d'abord remises en scène et mimées, n'est-ce là le signe qu'il y a quelque chose à découvrir en elles? Comme s'il était nécessaire de débusquer le psychologisme bien au-delà de ce que le Tractatus pouvait imaginer, ou comme si l'idée d'un dehors de la métaphysique était définitivement abandonnée. Les notes sur l'expérience privée et les sens data participent de cette entreprise de déconstruction de l'intériorité fondatrice, qui laisse le royaume de la conscience acéphale et fait ainsi paraître l'usurpation qui a présidé à l'édification de celui-ci par la métaphysique. L'attribution à la conscience du pouvoir exorbitant de décider de la réalité du réel, les thèmes de l'expérience privée et les sens data, le long desquels la déconstruction est ici mise en œuvre, rappelle l'idéalisme à la question de son commencement et en accueille l'équivocité. En critiquant l'évidence des prétendues données d'essence, en soulignant le vague des sens data, l'idéalisme commence en effet par dénoncer la certitude de réalité qui caractérise la conscience immédiate, toujours prête à assentir à ce qu'elle rencontre, toujours engluée dans une approche substantialiste et myope des choses. Sur la base de cette critique et de la radicalité qu'elle ne manque pas de revendiquer, comme garante du commencement lui-même, on s'attendrait à une mise hors circuit du phénomène de la conscience, à une monstration de son excentricité ou de sa secondarité par rapport à la question de la donation du monde. Mais on le sait, le destin métaphysique de l'idéalisme est tout autre. La critique de la conscience perceptive, aussi radicale soit-elle, est très vite relayée par la mise au jour d'une conscience profonde, celle de l'intimior intimo meo, qui à l'inverse de la première échappe aux limites constitutives du perçu et fonctionne comme lieu ultime de la possibilité d'une expérience en général. L'acte pur de la réflexivité, en tant qu'il redouble et sous-tend la conscience immédiate dans tous ses actes, arrache celle-ci au monde des prétendues évidences dans lequel elle se trouvait d'abord perdue, pour la ramener en elle-même et la soumettre à l'épreuve d'une solitude principielle, où elle se reconnaîtrait enfin, tout en découvrant le caractère éminemment problématique du réel. Paradoxalement donc, par la notion d'expérience privée, l'idéalisme n'entend pas souligner une restriction qui affecterait l'expérience, mais mettre en avant l'idée d'une étrangeté de l'expérience et du monde,
telle que l'expérience ne se livre pleinement que pour autant qu'on la pense comme expérience sans le monde. De la même façon, la notion de sens datum, sens doté, sens donné, dans ses occurrences idéalistes, ne désigne pas les données des sens, ni les qualités sensibles, mais les données subtiles et introuvables dans le monde qui sont manifestes à la seule conscience réflexive. C'est dire que l'idéalisme gagne la possibilité de son commencement dans une affirmation solipsiste, primordiale dans le vertige de laquelle se trouve scellé le fundamentum inconcusum. Car on le sait aussi, le vertige ne dure qu'un temps, le temps de transmuer l'inquiétude philosophique initiale en assurance triomphante et fondatrice. Que l'expérience soit privée du monde, qu'elle ne soit pas de prime abord proximité et familiarité aux choses mêmes n'est rien de tragique, bien au contraire, puisque cette conjoncture permet à la conscience de se saisir elle-même de façon privilégiée et dans ce qu'elle a de plus propre, dans une transparence de soi à soi, qu'aucun contenu ne devient plus entamé. L'hypothèse solipsiste, dans la mesure où elle annule toutes les déterminations singulières de la conscience, secondarise le perspectivisme constitutif du sujet psychologique et arrache le moi à l'horizon restreint où il avait d'abord été rencontré dans l'évidence du monde pour en laisser apercevoir la destination véritable. Le moi est proprement lui-même, par l'autoposition de soi telle qu'elle s'accomplit dans la figure universelle du pur je pense, et non dans l'affirmation toujours singulière d'un soi par avance désapproprié et dépourvu de toute ipséité. La mise entre parenthèses du monde a donc un pouvoir de révélation inestimable. Elle autorise d'abord un élargissement du moi tel que celui-ci, du seul fait qu'il se représente lui-même dans ses propres actes, se les approprie et déchiffre ainsi en toute certitude la vérité qu'il recèle. Elle permet ensuite une interprétation de l'expérience comme expérience mienne, c'est-à-dire comme travail d'appropriation du soi, dans la forme duquel tous les contenus d'expérience viennent se modeler et où le réel est originairement rencontré comme réel dans la conscience. Elle ménage enfin la possibilité de retrouvailles inouïes avec le monde, où l'hypothèse solipsiste se trouve conjurée. Car la thèse de l'intériorité fondatrice finit par rencontrer de nouveau ce que l'idéalisme s'était contenté de mettre à l'écart. Faute de l'avoir véritablement interrogé, l'idée du monde comme datum énigmatique, insaisissable et toujours fuyant. Les caractères négatifs ou douteux du monde, qui avaient commandé l'exclusion de celui-ci, peuvent être alors récupérés et pleinement justifiés. La fluctuance caractéristique des sense data tient à ce qu'ils sont un cryptogramme qui ne peut être déchiffré que pour autant qu'il est préalablement représenté par et pour une conscience. On retrouve ainsi l'ultime du datum, la pure matière sensible dont l'évidence avait été suspendue comme témoignage irréfutable de l'existence des choses en dehors de nous. Le monde existe désormais comme monde extérieur, comme cible de l'œil cyclopéen de la représentation. En fin de compte, l'idéalisme de la subjectivité est donc un réalisme subtil mais naïf. Il pense avoir définitivement rompu avec le réalisme vulgaire du seul fait qu'il s'exhibe à partir d'une affirmation solipsiste primordiale. Attentive à la fondation de l'idéalisme et plus particulièrement à l'interprétation de l'égoïté comme subjectivité dans laquelle elle s'accomplit, les notes sur l'expérience privée et les sense data sont d'abord une réfutation du solipsisme dont le mouvement nous porte vers ce sol originaire parfaitement désertique où nous venons de surprendre le sujet découvrant une absolue souveraineté qui serait la sienne propre en l'absence du monde et en l'absence de tout autre. À vouloir lire la réfutation wittgensteinienne, il ne faut donc pas référer le combat qu'elle mène à tel ou tel visage doctrinaire ou historique du solipsisme. Aucun n'est ici mentionné, ni même indiqué en filigrane, et pourtant tous sont déjoués par le geste même qui, en leur rappelant ce à quoi ils conspirent, rend leur différend caduc. Par réfutation du solipsisme, nous ne désignons rien d'autre que l'exploration de ce parvis incontournable où l'idéalisme dans la plus grande confusion se produit comme métaphysique et où il en a ensuite de cesse de venir s'abriter. Exploration sur laquelle ces notes font inlassablement retour et d'où jaillit le questionnement wittgensteinien sur le langage. Or, ce qui résonne dans l'affirmation solipsiste comme telle constitue, il faut bien le reconnaître, une décision ontologique dans l'évidence de laquelle la métaphysique est tout entière comprise. Ce qui s'y décide en effet scelle une fois pour toutes le langage de la métaphysique.
le seul qu'elle reconnaît, dans lequel elle se reconnaît, le langage de la propriété du propre. Ce pourquoi, une fois l'hypothèse solipsiste conjurée, il reste toujours quelque chose du solipsisme en toute métaphysique. Même lorsqu'elle ne fait que s'occuper de statuer sur le monde, il reste toujours l'horizon d'évidence du moi seul. Je sais que je vois et ce que je vois, c'est-à-dire le partage premier de l'homme et du monde et la logique des contraires dont il est le support. Dedans, dehors, direct, indirect. C'est ce partage que la fiction cartésienne du mauvais génie rusé et trompeur voulait avant toute autre chose faire paraître. C'est aussi l'évidence d'un tel partage que les notes sur l'expérience privée et les sense data dénoncent et ébranlent d'une façon que nous pensons décisive. Penser le langage à partir de la propriété du propre implique que l'on tienne l'expérience privée pour le lieu insondable où toute énigme retourne, fût-ce par le biais de la longue chaîne des raisons, et vient de supprimer comme énigme. Le parler serait donc d'abord et principalement un se-parler qui n'adviendrait que par la volonté insigne de ne plus se laisser distraire par le bavardage du monde, volonté par laquelle le moi s'éprouverait comme sujet. Parole initiale et initiatique, telle serait la parole mienne, une parole omniprésente et monocorde qui redoublerait tout ce qui est représenté par et pour une conscience, une parole qui n'aurait pas le moindre lieu d'exercice et qui vaticinerait le vrai en tout lieu et en toute place, sans être pour autant une parole de devin. La voix muette de la conscience est donc le garant ultime en même temps qu'irréfutable de la métaphysique comme discours qui puisse dire le vrai. Elle échappe de jure à toutes les ruses que peut tramer le malin génie, et comme telle, elle constitue la preuve métaphysique de l'impossibilité de ce que Wittgenstein appelle mensonge objectif, et qu'il s'efforce également de conjurer, tout en dénonçant l'irrecevabilité de l'argumentation métaphysique, car, très bizarrement, la réfutation Wittgenstein du solipsisme retient quelque chose du solipsisme, posant ainsi l'incontournabilité de ce à quoi celui-ci essaye de répondre, tout en raturant encore et toujours ce qui se dit dans l'affirmation solipsiste primordiale. Étrange proximité du texte wittgensteinien avec cela même qu'il combat, même si l'enjeu de ses notes et celui de la métaphysique étaient le même, quoiqu'elles ne se rencontrent nulle part et ne le puissent. Incohérence, manque de rigueur d'une pensée qui ne cesse pourtant de faire retour sur elle-même et s'acharne avec une minute presque maniaque à arpenter, avec une minutie presque maniaque à arpenter le terrain de l'adversaire. Nous ne le pensons pas. Il est certes vrai que la seconde philosophie de Wittgenstein est pratiquement dépourvue de contenu de thèse, qu'elle déjoue inlassablement toutes les évidences thétiques par un jeu de micro-analyse où l'on se perd parfois. Mais nous ne croyons pas pour autant que le type de rapport que ces notes entretiennent avec la question du solipsisme soit de l'ordre d'un syncrétisme quelconque. À la question « une philosophie qui soit l'exact opposé du solipsisme est-elle concevable ?» nous répondrions volontiers non, reconnaissant ainsi à ceux d'où le solipsisme provient une force propre, une force que l'affirmation solipsiste méconnaît et recouvre entièrement, tandis que Wittgenstein la découvre et l'explore. Qu'il faille reconquérir cette force parce qu'elle décide de la possibilité du philosophie comme telle est assurément la visée première de la réputation wittgensteinienne du solipsisme, car même si elle a toujours très vite oublié, la philosophie n'est jamais que pour autant qu'elle conjure le scandale qui supprime toute possibilité pour l'homme de trouver une assise dans l'exercice de la parole. Le scandale que Platon rencontre dans son combat contre la sophistique, Descartes dans la dénonciation qu'il fait de la scolastique, Kant dans l'exorcisme de la paralogique de la raison pure, Husserl dans la conjuration du substru hiérérien idéaliste classique, etc. La philosophie ne peut donc prétendre rester fidèle à son quid proprium que si elle démantèle d'abord tous les contenus de savoir et révèle la facticité de tous les discours qui se laissent prendre au piège de la positivité, ce qui veut dire que la philosophie commence toujours, et cela avant même que ne puisse s'ouvrir l'épopée métaphysique du commencement, par un enténèbrement où se déchirent tous les horizons d'évidence et où se laisse apercevoir l'urgence qu'il y a pour elle à s'interroger sur le langage qu'elle parle et sur la détérioration en lui
de ce dont il est parlé. Car ce n'est que lorsqu'elle se trouve ainsi profondément désarçonnée que la parole, rendue à ce presque rien d'où elle sourd, est enfin capable de mettre un terme à toute logorée et à toute forme de déviance. Mais la métaphysique séjourne toujours insuffisamment dans les ténèbres de la langue. Elle a trop de hâte à les traverser, ce pourquoi la leçon qu'elle en retient reste trop courte et mal entendue. Au bout du compte, les contenus de thèse de la conscience immédiate et savante sont bien évacués, mais la métaphysique se contente de leur substituer d'autres contenus qui, s'ils ne sont pas des contenus à l'état brut, et n'ont rien à voir avec les premiers au niveau de leurs énoncés thématiques, n'en restent pas moins de purs contenus de thèse, proférés en l'absence de toute inquiétude quant à la légitimité de la forme d'expression qui est la leur. Ainsi Descartes croit-il avoir conjuré l'insensé par un simple saut sur place du regard qui s'échappe de tout ce qui le remplit pour faire retour sur lui-même et découvrir une profondeur qui contiendrait cela même qu'il contient, ce qui autorise le même Descartes à penser que l'hypothèse de l'objet privé de la vision suffit à désamorcer toutes les thèses au travers desquelles se tisse la certitude de réalité de la conscience immédiate. Très curieusement, la compréhension de la question du langage comme question purement ontologique, d'où avait surgi la nécessité du philosophique, se trouve raturée par la métaphysique, puisque celle-ci, pour avoir manqué de vigilance à l'égard du langage, qui est le sien, finit par résoudre la question du mensonge objectif hors langage. Tout comme si le parler, en dernière analyse, ne pouvait être que le véhicule contingent et anonyme d'une vérité essentiellement muette et privée, à laquelle il suffirait de s'accrocher pour qu'un discours, quel qu'il soit, devienne véridique. N'est-ce pas là ce que Descartes reconnaît sans le moindre scrupule dans sa lettre à Gassendi du 12 janvier 1646, lorsqu'il souligne, croyant ainsi lever l'objection relative à la possibilité de douter de tout qui lui avait été adressé, que le mot de préjugé ne s'étend point à toutes les notions qui sont en notre esprit, desquelles j'avoue qu'il est impossible de se défaire, mais seulement à toutes les opinions que les jugements que nous avons faits auparavant ont laissées en notre créance. La recherche du fondement, pour systématique qu'elle soit, ne s'embarrasse donc pas d'une interrogation sur le langage dans lequel elle est menée. Elle se contente de prélever dans ce que Descartes, une fois le fondement instauré, appellera le langage ordinaire, des notions qui en constitueraient en quelque sorte l'infrastructure, puisqu'elle serait ce qui reste lorsque l'on supprime le niveau propre du jugement. Descartes reprend ainsi au sens commun, sans même s'en apercevoir, l'évidence ultime dans laquelle son propos tout entier se meut, l'idée que le mot n'est qu'une étiquette apposée à la chose et qu'en conséquence il ne mérite pas d'être interrogé sur la signification qu'il retire de l'usage. C'est d'ailleurs ce que le même texte avoue, quelques lignes plus bas, comme par devers soi lorsqu'il tente de justifier l'absurdité d'un doute qui porterait sur les notions elles-mêmes, indiquant ainsi la pierre d'achoppement de la métaphysique. Car, enfin, pour se défaire de toutes sortes de préjugés, il ne faut pas autre chose que se résoudre de ne rien assurer ou nier de tout ce qu'on avait assuré ou nié auparavant, sinon après l'avoir de chef examiné, quoiqu'on ne laisse pas pour cela de retenir toutes les mêmes notions en la mémoire. On voit par là que l'idée d'un langage de la propriété du propre est de l'ordre de la fable, car si le doute se supporte de notions préexistantes, plus rien n'autorise Descartes à proclamer dans la seconde méditation qu'il faut se méfier de ces notions générales et que nous sommes presque trompés par les termes du langage ordinaire. On voit aussi qu'en définitive, l'époque cartésienne ne rencontre la res cogitans que pour autant qu'elle se fonde sur l'évidence de signification indubitable et identique à elle-même parce que conservée dans le réservoir d'une mémoire dont l'hyperbole du malin génie s'accommoderait sans avoir même besoin de s'interroger plus avant sur ce que signifier veut dire. Et pour avoir commencé dans ce manquement, la métaphysique se trouve condamnée à ne plus pouvoir remonter la trace de ce qui était ainsi omis tout en étant constamment hanté et étouffé par son oubli initial. Qu'il s'agisse là d'un oubli immémorial qui coïncide avec le commencement lui-même, c'est ce qu'Aristote le premier nous permet de soupçonner lorsqu'il montre que la défaillance principielle de la critique platonicienne de la sophistique tient à ce qu'elle ne procède pas à une réfutation de celle-ci. En, tois, logos, et qu'en conséquence elle n'a pas,
le pouvoir d'entamer les arguments des sophistes. Elle constitue ainsi une critique tout en extériorité qui, comme telle, reste prise dans ce qu'elle combat puisqu'elle rate le lieu où s'opère la rétorsion sophistique, le changement de définition qui intervient subrepticement en cours d'argumentation, la réfutation wittgensteinienne dans la reprise qu'elle fait de la question du mensonge objectif, procède au contraire d'une façon que nous appellerions aristotélicienne. Elle rappelle inlassablement le solipsiste lorsqu'il avance un argument aux conditions de validité de son argumentation et dégage ainsi la limite infranchissable à laquelle l'exercice de la parole doit se soumettre pour pouvoir prétendre légitimement trouver dans le langage une assise qui ne soit pas seulement pragmatique mais pratique.